Je m'appelle David Sharp et je veux juste dormir. 15 mai 2000, 6-8 500 mètres Mont Everest. Un alpiniste est assis dans une petite grotte de calcaire, les bras entourant ses genoux. Des cristaux de glace pendent à ses cils fermés. Son nez est noir, ses lèvres sont glacées. Il tremble, mais il ne peut pas se lever, il ne peut pas marcher. Il ne peut rien faire d'autre que rester assis ici, pendant que son corps s'éteint. Il y a 36 heures, il grimpait vers son rêve. Maintenant, il ne peut même plus se lever. Que s'est-il passé pendant ces 36 heures? Quel choix a-t-il fait? Cela paraissait juste alors, mais a conduit à cet instant? Et pourquoi les alpinistes l'ont-ils laissé là, en montant vers le sommet depuis le corps, aux bottes vert vif? Cela a marqué cette route pendant près de 2 décennies, aux 200 cadavres gelés encore sur l'Everest que chaque alpiniste dépasse, à la raison brutale pour laquelle ils ne pourront jamais rentrer chez eux. Il s'agit de ce que le mont Everest vous oblige à accepter avant même de commencer l'ascension. Bienvenue dans l'extrême. Lorsque j'ai fait le trek jusqu'au camp de base de l'Everest en 2024, on m'a souvent demandé si je tenterais un jour d'atteindre le sommet. Ma réponse était absolument pas. Pas à cause des glaciers, des risques de rupture de corde ou même de la zone de la mort. Mais parce que je ne peux pas m'imaginer devoir passer à côté de cadavres. Et je n'exagère même pas en disant des corps. Il y a environ 200 cadavres encore sur le mont Everest, 200 personnes qui sont montées et qui ne sont jamais redescendues. Si vous tentez cette montagne, vous passerez devant certains d'eux. Non seulement ils meurent, mais leurs corps restent à jamais. Pour certains, ils restent exactement là où ils sont décédés, gelés et parfaitement conservés, comme des statues de cire dans un musée. D'autres sont emportés dans la glace elle-même, ensevelis sous la neige et les crevasses, où ils disparaissent pendant des années, parfois des décennies. Et puis un jour, la glace bouge, et un alpiniste, en tournant un coin, aperçoit une main qui dépasse de la neige, ou une botte, ou un corps entier, qui a été révélé après 30 ans passés cachés. Pouvez-vous imaginer que votre conjoint, votre frère, ou votre meilleur ami parte escalader l'Everest? Vous savez que c'est dangereux. Vous avez eu les conversations dont vous avez dit vos adieux juste au cas où. Pour beaucoup de familles, ça avait été l'expérience vécue. Ils ont reçu un appel du chef d'expédition signalant que leur proche s'était effondré. Ils n'ont jamais retrouvé le corps. Il n'y a pas eu de funérailles, pas de clôture, leurs proches étaient toujours là-haut, figés dans un endroit si hostile. Ce rapatriement coûterait énormément d'argent et mettrait d'autres vies en danger. Et ce qui hantait le plus les familles, c'était de ne jamais savoir ce qui s'était passé dans ces derniers instants. S'il y avait eu de la douleur, si quelqu'un avait essayé d'aider, ou si les gens étaient simplement passés à côté, car s'arrêter signifiait risquer sa propre survie. Certaines familles n'ont jamais su si leurs proches étaient encore sur la route, ensevelis sous la neige ou devenus un repère pour les alpinistes. Pour eux, ce n'était pas de l'imagination, c'était la réalité. Il y a une raison pour laquelle cette histoire se relie si naturellement aux sponsors d'aujourd'hui. Quand les gens s'aventurent dans des environnements extrêmes, ils ne prennent pas de raccourcis en matière de protection. On n'entre pas dans la zone de la mort sans protection, oxygène et solutions de secours, car une brève exposition peut être fatale. Aller en ligne sans payer un VPN, c'est comme essayer de rester dans la zone de la mort pendant des heures. Vous êtes exposé dans une mauvaise situation et les choses vont rapidement se détériorer. C'est ce qui arrive à vos données. Lorsque vous naviguez sans protection, un VPN masque votre adresse IP et fait passer votre connexion par un tunnel chiffré. Cela empêche les pirates, fournisseurs d'accès ou capteurs gouvernementaux sur le même Wi-Fi de vous espionner. Private Internet Access est le VPN le plus transparent au monde, avec plus de 30 millions de téléchargements et une politique de non-conservation des logs prouvée et vérifiée par un tiers. Et il protège un nombre illimité d'appareils, donc toute votre vie numérique est à l'abri des regards indiscrets. Il débloque également des émissions et des événements bloqués dans votre région. Avec des serveurs dans 91 pays et dans les 50 États américains, vous pouvez regarder des vidéos, faire du shopping et explorer en ligne comme si vous étiez n'importe où dans le monde. PIA est disponible sur toutes les plateformes, Windows, macOS, Android, Linux, iOS et bien d'autres encore. Un seul abonnement protège un nombre illimité d'appareils en même temps. Alors, profitez de cette offre. 83% de réduction seulement $2 et 300 par mois et vous recevrez également 4 mois supplémentaires gratuits. Utilisez mon lien piavpn.com/extrême ou scannez le code QR et essayez-le sans aucun risque grâce à leur garantie de remboursement de 30 jours. Vous n'essayeriez pas de traverser la zone de la mort seul. Ne naviguez pas non plus sur Internet sans protection, c'est une protection que vous voudrez avoir dans votre sac. 10 mai 1996, une tempête massive a frappé le mont Everest, la pire de l'histoire de la montagne à cette époque sur l'arête nord-est.
3 alpinistes indiens ont été surpris par une tempête de neige en tentant d'être les premiers de leur pays à atteindre le sommet par cette voie. L'un d'eux, un alpiniste que l'on pense plus tard s'appelait Suang Paljor, a cherché refuge dans une petite grotte de calcaire à 8500 mètres d'altitude. Les vents hurlaient autour de lui. À 110 km/h, la température était descendue à près de moins 60 degrés. Il a tiré sa veste polaire rouge sur son visage, a entouré ses genoux de ses bras, s'est recroquevillé en position de protection et ne s'est jamais relevé. Ses bottes d'alpinisme Koflak vert vif, très reconnaissables, étaient impossibles à manquer sur la roche grise et la neige blanche. Et cette grotte se trouvait directement sur la voie de l'arête nord-est, ce qui signifiait que chaque alpiniste montant depuis le Tibet devait enjamber ses jambes allongées pour continuer vers le sommet. Pendant 18 ans, les alpinistes s'en servaient de repères. Quand tu vois les bottes vertes, tu es à 1 heure du sommet. Les guides informèrent leurs clients, les alpinistes prenèrent des photos. Il est devenu tellement célèbre dans la communauté de l'alpinisme que les gens l'appelaient simplement les bottes vertes. Réfléchis à ça une seconde. Un être humain réduit à un point de passage simplement à cause de ses chaussures. En 2014, 18 ans après sa mort, des alpinistes chinois ont finalement déplacé son corps plus profondément dans la grotte et l'ont recouvert de pierres. En 2017, il n'était plus visible depuis la voie principale. Il a pourtant fallu près de 20 ans pour que cela arrive, ce qui soulève la question que tout le monde se pose en découvrant les corps sur l'Everest. Pourquoi ne les ramène-t-on pas simplement en bas ? En 1984, 2 hommes ont tenté de répondre à cette question. Cela ne s'est pas bien passé. Regardez, une alpiniste allemande nommée Hannelore Schmatz était morte sur l'Everest 5 ans plus tôt, en 1979, et son corps était devenu l'un des sites les plus troublants de la montagne. Elle était assise sur l'arête sud-est, à environ 8400 mètres d'altitude, appuyée contre son sac, comme si elle faisait simplement une pause. Ses yeux étaient grands ouverts, ses cheveux volaient au vent à chaque rafale. Et pendant 5 ans, chaque alpiniste qui passait devant elle devait regarder son visage. Un alpiniste norvégien a plus tard décrit la sensation comme si elle le suivait du regard lorsqu'il passait à côté d'elle. Je n'étais pas là, mais ça devait vraiment casser l'ambiance pour tous ceux qui passaient à côté d'elle. Alors, en octobre 1984, 2 alpinistes népalais ont décidé que ça suffisait. Peut-être par respect, ou parce qu'ils trouvaient 5 ans trop longs pour laisser quelqu'un ainsi, quelle qu'ait été leur raison. Yogendra Bahadur Thapa, un 36 ans, et Hang Dorji, un guide Sherpa de 35 ans, tous 2 alpinistes expérimentés, pensaient qu'ils pouvaient ramener Hannelore chez elle. Ils ont grimpé jusqu'à elle, ils ont atteint son corps, puis ils ont commencé le travail pour essayer de la déplacer, et ensuite quelque chose a mal tourné. Les 2 hommes se sont emmêlés dans leurs cordes, les 2 hommes sont tombés, les 2 hommes sont morts. Comme ça, en un clin d'œil, c'est la dure réalité de l'Everest au-dessus de 8000 mètres. Le corps humain n'est tout simplement pas fait pour survivre. La pression de l'air chute à environ 1/3 de ce que votre corps considère comme normal. Votre taux d'oxygène dans le sang tombe à des niveaux qui vous placeraient en soins intensifs n'importe où ailleurs. Et quand quelqu'un meurt là-haut, il gèle complètement en quelques heures. Un corps qui pesait 80 kg de son vivant devient plus de 135 kg de masse gelée, avec les membres figés dans la position dans laquelle la personne est morte. Les alpinistes, à cette altitude, peuvent à peine fonctionner, a dit un Sherpa qui a participé aux opérations de récupération. C'est aussi simple que ça au-dessus de 8000 mètres. Il est difficile pour 2 personnes de porter une bouteille d'oxygène qui pèse 8 kg. Voilà. Imaginez essayer de déplacer un corps gelé de 135 kg sur une pente aussi raide. Vous pouvez à peine tenir debout, là où un faux pas signifie tomber de plusieurs milliers de mètres vers la mort. Quant à Hannelore, elle est restée exactement là où elle est morte pendant encore une décennie. Les alpinistes défilaient devant elle sur la crête, jusqu'à ce que les vents violents de l'hiver emportent finalement son corps de la face Kangshung. Elle n'est jamais rentrée chez elle, et les 2 hommes qui ont essayé de la ramener ne sont jamais rentrés non plus. Il est donc devenu assez évident que tenter de ramener une personne chez elle signifie souvent créer plus de corps. Et cette réalité a forcé l'industrie de l'alpinisme à établir un accord tacite sur l'Everest. Une fois que vous êtes au-dessus d'une certaine altitude, environ 8000 mètres, et que vous avez des problèmes, vous êtes livré à vous-même. Le mode survie doit être activé, ce n'est même plus un secret. Les compagnies d'expédition commerciales ne cachent pas cela à leurs clients. Elles l'expliquent partout au camp de base, lors des briefings avant les tentatives de sommet. C'est inscrit dans la loi. En vous inscrivant aujourd'hui à une expédition à l'Everest, vous devrez signer des documents légaux précisant que le sauvetage peut être impossible. Pensez-y, vous payez entre 40 000 et 75 000 $ pour une expédition à l'Everest.
Une partie de ce que vous payez sert à vous avertir que, si un problème survient dans la zone de la mort, votre guide pourrait ne pas pouvoir vous sauver. Le Népal exige même que les alpinistes souscrivent une assurance appelée « assurance de gestion des corps », spécifiquement pour couvrir les frais de récupération de votre cadavre si vous mourrez. Le fait que ce soit une exigence obligatoire vous dit tout sur ce que signifie réellement gravir l'Everest. Dans tous les autres aspects de leur vie, l'aide est toujours disponible. Vous vous blessez en skiant, la patrouille intervient, vous faites une crise cardiaque, une ambulance arrive, vous êtes bloqué. En randonnée, un hélicoptère vous retrouve, mais au-dessus de 8000 mètres sur l'Everest, rien de tout cela n'existe. Les hélicoptères ne peuvent pas vous atteindre. L'air est trop rare pour que les rotors génèrent de la portance. Les guides peinent à s'occuper d'eux-mêmes, encore moins à vous porter. Et appeler à l'aide ne garantit pas qu'elle arrive. Cela signifie simplement que quelqu'un au camp de base sait que vous êtes en train de mourir. Plus terrifiant encore, ce que cela signifie pour vous en tant qu'alpiniste, c'est que si vous voyez quelqu'un en train de mourir, vous passez votre chemin, vous continuez à avancer. Ce n'est pas votre problème, c'est l'accord. Et le 15 mai 2006, cet accord allait être mis à l'épreuve de la manière la plus publique et la plus controversée possible. David Sharp était un homme de 34 ans originaire du Yorkshire, en Angleterre. Il travaillait comme ingénieur mécanicien pour un sous-traitant de la défense et en 2005, il avait terminé sa formation d'enseignant. Il devait commencer à enseigner les mathématiques en septembre 2006. D'après tout le monde, David n'était pas du genre tape à l'œil. Il n'était pas le type à rechercher l'adrénaline pour le plaisir. Ses amis le décrivaient comme méthodique, discipliné et quelqu'un qui abordait les défis de manière systématique. Il s'était lancé dans l'alpinisme des années plus tôt et en était tombé amoureux non pas pour la gloire, mais pour la pureté du défi. En 2002, il a atteint le sommet du Shōyu, la 6e plus haute montagne du monde, à plus de 8000 mètres d'altitude. Sans oxygène supplémentaire, ce n'est pas un mince exploit. La plupart des alpinistes ont besoin d'oxygène à cette altitude, mais pas David, qui avait déjà tenté l'Everest 2 fois. En 2003, il s'est arrêté juste sous la 2e marche avant de faire demi-tour, perdant presque tout son pied gauche et son gros orteil à cause des engelures. En 2004, il a atteint 8500 mètres, avant d'être à nouveau forcé de redescendre à cause de doigts gelés. Après 2 échecs et des blessures, certains auraient abandonné. David non. Avant sa 3e tentative, il déclara à un ami « Si je n'y arrive pas, je ne reviendrai pas ». David avait une philosophie de l'alpinisme. Il pensait qu'il fallait le pratiquer de façon pure, sans artifice ni sécurité, juste toi et la montagne. Vers 1h du matin, le 15 mai, les premiers alpinistes qui montaient pour tenter le sommet l'ont trouvé. Une équipe progressait dans cette section. En voyant quelqu'un assis dans la grotte, ils se sont approchés et ont découvert que c'était un alpiniste. Les bras enroulés autour de ses genoux, les yeux fermés, des cristaux de glace accrochés à ses cils, son nez était déjà noir à cause des engelures. L'un d'eux a braqué sa lampe frontale directement sur le visage de l'homme et lui a crié « Lève-toi, il faut bouger !» Rien, aucune réponse. Un autre alpiniste du groupe l'a regardé et a dit doucement « Que Dieu te bénisse, repose en paix ». Il n'était pas mort, pas encore, parce qu'à l'aube du 15 mai, d'autres équipes d'alpinistes ont commencé à passer. Et à la lumière du jour, certains d'entre eux se sont rendus compte que David était encore en vie. Vers 7h du matin, une équipe d'alpinistes turcs s'est arrêtée. Ils pouvaient voir que David respirait, qu'il tremblait. Ils ont tenté de l'aider à se lever, mais il ne bougeait pas. Ils lui ont donné de l'eau, essayé de lui parler, tout en gérant leur propre urgence. Un membre de leur équipe s'est effondré à cause d'une hypoxie sévère et a nécessité une évacuation immédiate. Ils ont dû partir. D'autres alpinistes sont passés, certains se sont brièvement arrêtés, mais la plupart ont continué. Vers 9h30 du matin, un alpiniste libanais nommé Maxime Chaya descendait après avoir atteint le sommet avec succès. Lorsqu'il est tombé sur David, Maxime venait tout juste de réaliser son rêve. Il avait atteint le sommet de l'Everest. Il aurait dû être en train de célébrer. Au lieu de cela, il s'est retrouvé face à un homme qui était clairement en train de mourir. David était inconscient à ce moment-là et tremblait violemment. Ses joues et ses lèvres devenaient également plus foncées, les signes révélateurs d'une grave engelure qui se propageait. Maxime a vérifié le sac de David. Il n'a trouvé qu'une seule bouteille d'oxygène. L'indicateur était à 0. Maxime avait avec lui un Sherpa nommé Dorji. Ils ont essayé de donner de l'oxygène à David à partir de leur propre réserve. Aucune réaction. Ils ont essayé de lui faire boire quelque chose, rien. Maxime a sorti sa radio et a appelé le camp de base, désespéré que quelqu'un lui dise quoi faire. Pendant près d'1 heure, Maxime était resté assis sur un rocher près de David, pleurant et suppliant à la radio, répétant s'il y avait quelque chose à faire. Au camp de base avancé, les alpinistes se sont regroupés autour des radios pour écouter les transmissions de Maxime. Certains d'entre eux pleuraient aussi. Une personne a écrit plus tard que c'était l'une des choses les plus déchirantes qu'il ait jamais entendues. Le chef de l'expédition a alors parlé à la radio et dit la vérité à Maxime.
Maxime n'avait peut-être plus que 90 minutes d'oxygène pour lui-même. Il était déjà épuisé après avoir atteint le sommet. S'il restait beaucoup plus longtemps, il mourrait lui aussi. Il n'y avait plus rien qu'il puisse faire. Maxime s'est finalement levé. Il a récité le Notre Père en français au-dessus du corps de David. Puis il s'est éloigné, mais David était toujours en vie. Vers 11h45 ce matin-là, un Sherpa portant une caméra sur son casque est descendu jusqu'à la grotte. Il s'est penché près de David et lui a demandé son nom. Les yeux de David se sont ouverts légèrement, à peine. Sa voix n'était guère plus qu'un murmure. « Je m'appelle David Sharp. Je suis avec Asian Trekking et je veux juste dormir. » Les Sherpas ont immédiatement tout essayé. Ils lui ont donné de l'oxygène à partir d'une bouteille de secours. Ils lui ont tapoté les membres pour essayer de relancer la circulation. Ils lui parlaient pour le garder conscient et ont tenté de le mettre debout. David ne pouvait pas se tenir debout, même avec plusieurs Sherpas pour le soutenir. Ses jambes ne supportaient de plus son poids, son corps était trop affaibli. Les 2 Sherpas les plus forts ont mis 21 minutes à traîner David hors de la grotte jusqu'à la lumière du soleil. Ils espéraient que la chaleur et le soleil raviveraient quelque chose en lui, mais rien n'a changé. David restait incapable de se lever et la discussion s'est interrompue. Si vous ne pouvez pas marcher à cette altitude, vous ne redescendrez pas. Alors ils l'ont laissé là. David Sharp est mort vers 11h du matin le 15 mai 2006. Plus de 40 alpinistes étaient passés devant lui durant ces dernières heures et lorsque ce fait a été rendu public, les médias se sont enflammés. Les gros titres partout condamnèrent les alpinistes. 40 personnes sont passées devant cet homme mourant. L'Everest est-il devenu tellement commercialisé que la décence humaine de base n'existe plus? L'histoire est devenue une nouvelle internationale. Mark Inglis, un double amputé qui avait atteint le sommet ce même jour et était passé devant David, a fait l'objet d'une attention particulière. Il a reçu de nombreuses questions. Comment pouvait-il passer au-dessus d'un homme mourant et poursuivre vers le sommet en sachant que quelqu'un mourrait plus bas? Sir Edmund Hillary, le premier homme confirmé à avoir atteint le sommet de l'Everest, une légende de l'alpinisme, était furieux. Il a déclaré « Les alpinistes qui ont dépassé David n'en ont rien à faire de ceux qui pourraient être en détresse ». Il a qualifié cela de honte, mais la propre mère de David a eu une réaction très différente. Linda Sharp a déclaré aux journalistes « Votre responsabilité est de vous sauver vous-même, pas d'essayer de sauver quelqu'un d'autre ». Elle n'a pas blâmé les alpinistes qui ont dépassé son fils. Elle a compris ce que les gens au niveau de la mer ont du mal à accepter en altitude. Le sauvetage devient physiquement impossible, peu importe combien de ressources vous déployez ou à quel point vous voulez être compatissant. En 2007, à la demande de la famille, des Sherpas ont déplacé le corps de David loin de la principale voie d'escalade. Ils l'ont sorti de la grotte Tsawang Paljor, appelée aujourd'hui grotte de Green Boots, et l'ont enterré dans la vallée Arc-en-Ciel. La vallée Arc-en-Ciel se trouve sur l'arête nord-est, entre 7900 et 8400 mètres d'altitude. Elle n'est indiquée sur aucune carte officielle. Elle doit son nom à l'équipement d'alpinisme aux couleurs vives éparpillées sur la neige. Rouge, bleu, vert, orange, les vestes éclatantes et le matériel des alpinistes qui ne sont jamais rentrés chez eux, créant un mémorial involontairement magnifique sur la glace blanche. David Sharp s'y trouve désormais avec environ 200 autres corps qui restent sur le mont Everest. Et voici ce qui est encore plus troublant. Le changement climatique en expose de plus en plus, les glaciers fondent, la glace qui a mis 2000 ans à se former disparaît. En quelques décennies, des corps qui étaient ensevelis réapparaissent. Quelqu'un qui est mort il y a 30, 40 ou 50 ans devient soudainement à nouveau visible. En 1999, une équipe a découvert le corps de George Mallory, qui est mort sur l'Everest en 1924. 75 ans plus tôt, sa peau avait été décrite comme d'un blanc d'albâtre, presque parfaitement préservé. Et 100 ans plus tard, en 2024, une équipe de National Geographic a trouvé des restes partiels d'André Harvin, le compagnon d'escalade de Mallory. Ils l'ont identifié grâce à une chaussette brodée à son nom. Qui sait combien d'autres sont encore enterrés là-haut, combien de noms nous avons oubliés et combien de familles n'auront jamais de réponse. Le mont Everest ne commémore pas ses morts, il les enregistre, il les préserve et il oblige chaque alpiniste vivant à accepter que si les choses de nos tournent de mal, il pourrait les rejoindre. Voici ce qui se produit quand l'ambition humaine rencontre un environnement où nous ne sommes pas faits pour survivre grâce à Private Internet Access. Pour avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui, cliquez sur le lien piavpn.com/extreme pour obtenir 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.